Bonjour à tous. Alors, j'ajuste un peu la lumière. J'espère qu'on m'entend bien. On se retrouve pour une interview Les Vieux Dharma en français cette fois-ci. Même si mon invité parle français et que quand on échange, on parle rapidement en franglais, on va essayer de rester en français pour aujourd'hui. Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent en live. On va donc parler Dharma avec Caroline Marie-Jeanne aujourd'hui, qui nous rejoint depuis Bali. On va attendre qu'elle se connecte. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour, bonjour. On va donc parler dharma. Vous vous rappelez que donc le principe de ces interviews, c'est d'expliquer ce que vivre son dharma signifie. Hey, Caroline est là. C'est parti. Alors, je vais vous refaire ma petite intro une fois que j'aurai accueilli Caroline. Hop. Ah, te voilà. Coucou, coucou Perrine, coucou tout le monde. Salut, salut, salut. Toute de Saint-Valentin vêtue. Oui, j'ai mis mon petit nœud dans les cheveux ce matin, tu vois. Très mignon, très mignon. Je me suis dit que moi j'étais toujours en bleu comme d'hab et que j'aurais pu mettre un petit accessoire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça sera du bleu pour moi, pour pas changer. Bon, en tout cas, merci beaucoup de te prêter au jeu de mes interviews depuis le temps qu'on essaye de planifier ça. Ça fait un an, je pense. En plus, un an et Plus, demi au moins. un Ouais. an et demi. Ouais, Oh, j'ai commencé un an et demi, j'ai fait une grande pause. Et puis là, j'ai eu l'élan de reprendre, donc bah, je t'ai recontacté. Et c'était le bon moment pour toi cette fois, donc c'est parfait. ouais, c'était super fluide, le bon moment, ouais. Ouais. Et puis j'adore qu'on fasse ça le jour de la Saint-Valentin, maintenant que En plus. toi, du coup, en un an et demi, les choses ont changé pour toi et que clairement ce thème de l'amour et des relations fait partie intégrante de ton dharma Oui, dont on va parler aujourd'hui. exactement. Donc voilà, je vais juste faire une toute petite introduction du coup sur ce qu'est le dharma, si jamais il y a des personnes qui nous rejoignent, qui n'ont jamais vu ces interviews auparavant. Donc le dharma, c'est un terme sanskrit issu de la philosophie du yoga qui a, je crois, plus d'une quinzaine de significations. Mais moi, celle qui m'intéresse tout particulièrement et celle dont on va parler aujourd'hui, c'est celle qu'on traduit habituellement par mission de vie ou mission d'âme, qui sont des expressions que je n'aime pas tellement parce que, ben voilà, avec nos sensibilités, on peut les comprendre différemment. Avec certains mots comme mission, on peut vite se sentir un peu enfin moi se mettre la pression, c'est ce que je dis à chaque fois. Moi ça m'a longtemps mis la pression, cette recherche de ma mission de vie. Et du coup, plutôt que de chercher à mentaliser, à rationaliser ce que ça veut dire, puisqu'on a tous un dharma, l'idée m'est venue d'expliquer ça à travers des parcours de vie, des histoires, raconter des histoires en fait. Voilà, en interviewant des personnes qui vivent leur dharma, en tout cas me donnent l'impression depuis mon point de vue. Et donc, Caroline va nous raconter ça, ce que vivre son dharma pour elle signifie, comment ça se traduit dans sa vie. Et ce que j'explique à chaque fois, c'est que oui, c'est toujours des parcours inspirants, mais finalement, je pense qu'on a tous une vie inspirante. Et l'idée, c'est vraiment de rappeler qu'on a tous un dharma à vivre qui prend mille et une formes, mais que c'est vraiment le lot de tout un chacun si on s'autorise à lâcher prise, à se défaire de nos conditionnements et à oser écouter l'appel de notre cœur et de notre âme, justement. Voilà, dans les grandes lignes. Donc, ça, c'est pour la thématique. Et ensuite, je vais vraiment laisser Caroline parler la plupart du temps, puisque aujourd'hui, le focus est sur elle. Donc, Caroline, pour commencer, est-ce que tu pourrais tout de suite te présenter, en fait, nous dire qui tu es et ce que tu fais, puisque ça va souvent main dans la main de nos jours. C'est vrai. Qu'est-ce que je suis, qui je suis et qu'est-ce que je fais? Alors, je m'appelle Caroline, mais sur les réseaux, c'est Caroline Marie-Jeanne, qui sont mes vrais prénoms, je tiens à le préciser. Et je suis accompagnante. J'accompagne les humains à travers de grandes transformations. Donc moi, mon travail, c'est vraiment
d'aller profond et de faire des gros changements dans la vie des gens. Et puis, au fur et à mesure de mon parcours, cette mission, elle a pris vraiment différentes formes. Et là, actuellement, j'accompagne particulièrement les femmes autour de l'idée de l'amour. Pour améliorer leur vie amoureuse, pour mieux comprendre les hommes et pour créer vraiment des relations amoureuses de qualité, épanouissantes, voilà, de se donner les moyens d'y arriver et de persévérer en fait, parce que c'est tout à fait possible. Voilà. Mais j'ai eu un très long parcours avec beaucoup, beaucoup de choses différentes qui rentraient vraiment sous ce chapeau de faciliter des grandes transformations chez l'autre. Merci, merci déjà de rappeler ça parce que justement, et avec la prochaine question, on va y venir, mais c'est vraiment important de garder en tête que justement, ce chemin du Dharma, c'est un chemin et que il évolue au fil qu'on avance et qu'on évolue nous-mêmes. Et ça peut prendre plein de formes différentes pour les uns et les autres, comme je disais tout à l'heure, mais aussi pour nous, en fait. Et le fait d'écouter par quoi on est appelé, même si on est appelé par quelque chose pendant un temps et qu'ensuite ça ne résonne plus et qu'on a envie de passer à autre chose, eh bien, c'est pas facile dans notre culture parce qu'on souvent on croit il y a un chemin, une ligne bien tracée, que c'est celle-là à suivre. Mais j'adore, du coup, bon, j'avance un petit peu parce que je connais un petit peu ton histoire, mais que toi, en tout cas, tu t'es autorisé à suivre vraiment ce nouvel appel pour tout ce qui touche aux relations et à l'amour. Du coup, avant de revenir sur ce qui t'a amené là, une des... de ce qui peut permettre de toucher du doigt ce qu'est vraiment le Dharma, c'est une fois qu'on s'est présenté, voilà, on sait qui tu es, on sait dans les très grandes lignes ce que tu fais, c'est de comprendre pourquoi en fait on fait ce qu'on fait. Donc je te pose cette question. Est-ce que tu sauras répondre pourquoi tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'anime en fait à faire ce que tu fais aujourd'hui? J'adore l'idée de transmission, j'adore l'idée de me mettre au service et d'aider l'autre. C'est vraiment, ça a toujours fait partie de ma vie, hein, même quand j'étais étudiante, même quand j'étais enfant. Voilà, quelque chose qui me nourrit beaucoup. Et de voir en fait à quel point la vie peut changer, la vie des femmes que j'accompagne ou la vie des humains en fait desquels je croise la route. Pour moi, c'est une grande satisfaction personnelle parce que j'aimerais et j'aime recevoir de l'aide et du soutien, et donc pour moi c'est hyper important d'amener cette aide, ce soutien. Après, il n'y a pas que ça. Pour moi, j'ai aussi une grande créativité. Donc, je fais beaucoup de choses créatives aussi à côté. L'année dernière, j'ai créé tout un kit féminin sacré avec bougies, avec une huile pour le visage, avec une gua sha, voilà, et puis une tisane du féminin. J'ai besoin aussi de ces projets-là qui allient vraiment la beauté, qui allie l'esthétique, qui allie quelque chose de très féminin. Et puis, voilà, d'amener de l'harmonie, de la beauté et puis de la vérité dans ce monde. Donc, il y a pas mal de choses pour moi qui sont vraiment importantes et qui me nourrissent. Mais c'est ça, c'est que ça me nourrit personnellement, c'est que j'ai l'impression d'être à ma place, c'est que au point de vue physique et énergétique, j'ai une grande ouverture du cœur quand je fais ce que je fais. Et puis, il n'y a pas de résistance, comment dirais-je, je ne suis pas bloquée par une hiérarchie parce que ça, pour moi, c'est très compliqué, ce qui était le cas dans le corporate. Je peux vraiment suivre les envies de mon âme. Alors, bien sûr, il faut de la structure, hein. Bien sûr, il faut quand même être rigoureuse quand on travaille pour soi, c'est hyper important. Mais il y a cette grande liberté, cette grande évidence, et puis je ne perds pas de l'énergie inutilement comme je pouvais peut-être la perdre avant, lorsque je faisais quelque chose qui était certes peut-être en partie aligné avec qui j'étais et mes valeurs, mais pas complètement. Et donc du coup, ce pas complètement, ça me prenait de l'énergie. Et là, c'est une grande différence. Et comme tu l'as dit, dans mon parcours, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. C'est pas quelque chose, voilà, un chemin unique tracé. Mais à travers toutes ces évolutions et tout ce parcours, les redirections ou les changements de cap se sont opérés à chaque fois que
j'étais plus tout à fait satisfaite avec ce que je faisais, que j'avais besoin d'autre chose. J'apprenais une nouvelle compétence. J'avais besoin de créer à partir de cette nouvelle compétence. Ça s'est souvent déclenché comme ça pour moi. Je me formais à quelque chose de nouveau, ça me changeait la vie. J'avais envie d'en faire profiter les femmes, ou les femmes ou mes clients. Hein, il y a aussi des hommes, mais voilà, c'est cette envie profonde de ah, moi ça m'a changé la vie, bah, j'ai envie que ça change la vie à d'autres personnes. Et donc du coup, par rapport à mes besoins, par rapport à mes explorations personnelles, et bah, c'est comme ça que ça s'est dessiné aussi pour mon professionnel. Et, Mhm. et voilà, et ça me donne beaucoup d'énergie. À partir du moment où il y a une partie qui est plus énergisée, je me pose et je me dis ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Qu'est-ce qui me nourrirait à 100%? Et surtout de me poser la question, est-ce que c'est de la fuite ou alors est-ce que c'est vraiment plus complètement aligné et tu as vraiment envie d'ouvrir pour autre chose? Parce qu'on peut Mhm. s'auto-saboter aussi, hein, comme entrepreneur. Voilà, quand on a notre propre business, on peut vraiment tout à fait s'auto-saboter et éviter, en fait, bah, c'est facile de passer d'une chose à l'autre, quoi. Mais il y a cette capacité aussi à persévérer. Et c'est comme les relations amoureuses. C'est-à-dire qu'il y a des cycles. Et soit on est le junkie du nouveau. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle idée, un nouveau projet, on va être là, oui, 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 j'y vais à fond. Et puis, dès que ça va commencer à se lancer, ben, on va être, ah, ben non, mais il me faut quelque chose de nouveau avec ces shoots de dopamine. Donc, comme les personnes Mhm. qui sont addictes au début de relation, mais qui n'arrivent pas à s'engager plus loin. Et là, moi, je vois ça vraiment comme quelque chose de cyclique où on doit traverser aussi ces périodes de moins bien, on doit traverser ces périodes où on n'est pas tout à fait satisfait, on réajuste le tir, mais parfois, il y a sur un projet ou sur une idée, et ben, peut-être qu'on va avoir besoin de faire une pause, comme toi, tu as fait une pause, par exemple, sur ces interviews, pour mieux y revenir avec une énergie différente. Et ça ne veut pas dire que tu lâches ton projet, mais ça veut dire que tu le laisses respirer, que tu traverses un nouveau cycle et que quand tu y reviens, ton énergie est différente, c'est plus aligné avec qui tu es dans le moment. Et voilà, et ça, c'est accepter les cycles aussi. Ouais. Waouh, il y a déjà tellement de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Euh, Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, je trouve super intéressant parce qu'effectivement, pour moi, c'est vraiment de l'ordre de la danse, en fait, et d'être vraiment à l'écoute. En même temps, effectivement, à ce qui nous maintient le cœur grand ouvert et cette envie d'aller de l'avant. Et en même temps, du coup, on pourrait se dire, ah ben alors ce chemin, il faut que ce soit fluide tout le temps, tout ça, et que si c'est plus fluide, c'est que c'est plus ça. Alors qu'en fait, non, vivre son dharma, et on y reviendra, ça peut être quelque chose de très fluide et cette sensation d'être dans le flow et que les synchronicités ça s'invitent et je pense qu'on vraiment on y reviendra et qu'on a toutes les deux déjà expérimenté ça. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'à la moindre, au moindre petit obstacle, il faille tout abandonner et on y reviendra aussi. Les obstacles sont souvent là pour nous faire grandir et au contraire pour nous révéler un petit peu plus à nous-mêmes pour continuer à avancer sur ce chemin du Dharma. Et puis l'autre chose que je trouve très beau et tellement juste avec ce thème du Dharma, quand tu as expliqué le pourquoi tu fais ce que tu fais, j'adore qu'il y a à la fois cette notion de contribution au monde et de service, et en même temps de te sentir complètement nourri. Et pour moi, ça c'est vraiment ça. Vivre son dharma, c'est vraiment rentrer dans ce cercle vertueux, d'avancer avec des choses qui nous nourrissent, qui nous parlent, qui nous font du bien, qui nous font grandir, et de mettre cette sensation d'avoir sa cup, j'avais dit qu'on allait parler en franglais, Ça casse full. ta tasse full, et bien ensuite, une fois que toi, tu te sens pleine et nourrie, là, tu peux te mettre au service des autres et il y a vraiment, ouais, à nouveau cette notion de cycle et de fluidité et de mouvement qui s'installe. Donc, j'adore que tu aies cette conscience-là et en tout cas que tu l'exprimes parce que c'est pas toujours quelque chose qui ressort. Souvent, il y a beaucoup la notion de contribution, je veux contribuer au monde, mais que toi, il y a, tu vois, cet ancrage qui est posé aussi, il faut que ça me parle. Donc merci. Merci de me permettre de pouvoir élaborer là-dessus. Avec plaisir. Du coup, j'imagine que tu n'as pas
toujours été justement dans cette écoute de ce qui t'appelait, ouais, dans cette écoute de tes ressentis, d'être vraiment en mesure de naviguer ta vie par rapport à ton cœur et ton corps, et que, comme beaucoup, tu es passé par une éducation judéo-chrétienne européenne qui t'a sans doute laissé quelques traces de conditionnement. Du coup, si on revient un petit peu en arrière, est-ce que eh bien, tu pourrais revenir sur un peu ton parcours de vie? Moi, j'aime bien rebondir tout particulièrement justement sur les épreuves de vie. Oui. Parce que souvent, je trouve que ce qui ressort, c'est ça, c'est que ces épreuves, ces challenges que la vie nous a envoyés et qui ont été super durs sur le moment, mais c'est souvent grâce à eux. Avec le temps, on est capable de réaliser que c'est grâce à ces coups durs, entre guillemets, eh bien, qu'on a pu rediriger la barque et trouver ce chemin qui nous est propre. Donc, est-ce qu'il y aura, voilà, il y aurait quelques expériences de vie que tu aurais envie de nous partager, sans lesquelles tu ne serais pas qui tu es aujourd'hui, en fait? Il y en a tellement. Alors, je vais prendre un exemple, parce qu'on vient de me le donner, de quand j'étais dans mes études supérieures. Donc, moi, j'ai fait des études en arts appliqués après le bac. J'avais fait un bac éco. Et il y a plusieurs choses que j'aimerais partager. Il y a quand même profondément, déjà, j'ai reparlé à mon tout premier copain, je pense qu'on se parle tous les quelques années, quoi. Mon tout premier copain, quand j'avais 17 ans, on est restés 3 ans ensemble. Et je me souvenais pas, pardon, et lui, il m'avait dit à l'époque, on avait une conversation à l'époque et il me l'a redit il y a quelques années en arrière, il m'a dit, mais c'est génial, tu fais exactement ce que tu as dit que tu voulais faire à l'époque. Et je dis, ah bon? Et je disais quoi? Parce que j'avais plutôt l'impression qu'à l'époque, quand j'avais 17, 18, 19 ans, j'étais un peu perdue sur ce que je voulais faire dans ma vie. Pour moi, j'étais pas prête. J'avais fait des études d'art appliqué parce que je voulais être designer de mode. Quand j'étais arrivée dans mon école et que j'avais eu certains profs et dans cette discipline, j'avais détesté et je m'étais dit, mais alors surtout pas, quoi. Et c'est marrant parce que ça, petite parenthèse, j'y suis revenue des années après. En 2018, à Bali, je faisais quelques vêtements. J'ai sorti un t-shirt. Donc, c'est quelque chose qui est quand même resté. J'achète des tissus, je me fais mes propres pièces. Donc, ça, tu vois, il y a quand même quelque chose. Mais ça n'a pas pris la forme que je pensais que ça prendrait à l'époque. Et puis, quand j'avais dit ça à une amie de la famille qui était médium, elle m'avait regardée en disant, alors c'était les vacances d'été juste avant de partir faire mes études, elle m'a dit quoi, designer de mode? Alors, pas du tout. Hein. Et j'étais là, bah merci. J'avais pas du tout demandé ton avis, mais bon, et effectivement, elle avait raison. Ça peut être pour moi un passion project, donc quelque chose à côté, mais voilà. Et donc, pour en revenir à mon premier copain, de 17 à 20 ans, on était ensemble. Et quand on a parlé il y a quelques années en arrière, il me dit, mais tu fais exactement ce que tu voulais faire à l'époque, c'est génial. Et puis moi, je devais être dans une phase où j'ai envie de trouver mon endroit, parce que ça, c'est un peu ma question. J'ai envie de me poser quelque part et je ne sais pas où. Et alors que lui, bien rangé, famille, 2 enfants, voilà. Et je lui ai dit, mais c'était quoi que je t'avais dit à l'époque? Et il m'avait dit, mais tu voulais voyager le monde, tu voulais découvrir tout plein de pays, tu voulais être libre. Et en fait, c'est vrai qu'après coup, je me suis souvenue que je disais beaucoup ça. Moi, de toute manière, quand je serai grande, ou quand je serai adulte, ou quand j'aurai les moyens ou tout ça, je parcourrai le monde, je voyagerai partout. Voilà, je veux être libre et indépendante. Et voilà. Donc, j'étais vraiment là-dedans. Et j'ai trouvé ça très drôle. Mais quand j'étais dans ces études d'art appliqué, il s'est passé un truc assez énorme. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas trop besoin de bosser à l'école. C'était pour moi assez facile, j'avais des facilités, je ne me tuais pas à la tâche, donc j'étais quand même sérieuse, mais voilà, j'étais pas intéressée par être la numéro 1 de la classe, ça demandait trop d'efforts, moi je voulais passer du temps avec mes copines, etc. Et puis, quand je suis arrivée dans mes études supérieures, là j'ai dû bosser, et j'ai dû bosser beaucoup parce que j'ai choisi une voie où j'avais pas nécessairement de facilité par rapport à d'autres personnes qui étaient déjà des artistes, qui dessinaient tout le temps, voilà. Mais j'étais vraiment, ça me plaisait beaucoup. Et donc, j'ai appris ce que c'était que vraiment déjà cravacher. Et puis,
Je savais, après avoir laissé de côté le truc de fashion designer, ben, moi, ce qui m'intéressait, c'était la communication visuelle, le graphisme. Je trouvais ça hyper intéressant. Il y avait le côté intellectuel, ou comment mettre en image des mots, des pensées, des concepts, comment être vraiment tellement intelligent, d'avoir un truc très simple visuellement qui encapsule énormément de choses. Et j'aimais beaucoup parce que ça faisait vraiment travailler l'intellect. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez intello. Et, euh, et du coup, je me sentais vraiment stimulée. Et puis, il y avait deux sections. Voilà, il y avait la section graphisme pur, graphisme print, et là, une nouvelle section multimédia, ordinateur, site web. Enfin, c'était vraiment, c'était les débuts, pas les débuts d'Internet, mais quand même, quoi. On était peut-être, c'était les 10 premières années d'Internet. Et donc, du coup, tout commençait à se faire en termes de pub online, de création de sites Internet, voilà. Et en fait, je pensais que j'allais passer en graphisme automatiquement. C'était ce qui était prévu de la part de tous mes profs. Mais j'ai eu un obstacle qui fait qu'on m'a demandé de passer le concours de sélection pour l'option graphisme. Et en fait, je suis arrivée au concours et je me suis totalement plantée. Alors que tout le monde pensait que c'était vraiment une formalité. Je me suis totalement plantée. Du coup, je n'ai pas eu ma place dans cette section de graphisme. Donc j'ai fini en multimédia. Là, ça a été vraiment un coup dur pour moi parce que c'est la première fois où, voilà, où on ne me donnait pas accès. C'était pas la première fois, mais voilà, c'était quand même. Elle avait tout pour réussir et en fait, elle s'est plantée. Hmm. Et du coup, j'ai terminé dans cette section multimédia et en fait, ça a été beaucoup mieux pour moi parce que mon projet de fin d'année, j'ai bossé sur tout un montage vidéo de générique télé, d'une émission de télé, sur la musique. J'étais à fond, je me suis donnée à fond. J'avais adoré ce projet qui m'avait coûté une année de ma vie en termes d'efforts, d'investissement. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de notre cursus scolaire, bah, toutes les personnes qui étaient en graphisme print, vu les avancées technologiques, bah, elles ont dû toutes refaire des formations pour se former au multimédia. Mhm. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'était, pour moi, je l'ai vraiment pris comme un coup de poing dans le ventre. Ça m'a vraiment, voilà, ça m'a vraiment quand même beaucoup secoué. Et finalement, eh bien, ça m'a fait gagner beaucoup de temps et ça m'a fait découvrir des choses que j'aimais beaucoup. Encore aujourd'hui, quand je fais mon programme en ligne et que je monte mes vidéos, c'est des trucs que j'ai appris quand je faisais mes études. Hmm. Donc ça, c'est un exemple. C'est un exemple de revers qui fait que finalement, on m'a emmené sur le bon chemin. Après coup, je m'en suis rendu compte. Voilà. Euh, et puis, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre après comme difficulté? Ben, voilà, sans rentrer trop dans les détails, mais moi, ma famille, c'est compliqué. Ça a toujours été un peu compliqué. J'ai dû me prendre en charge seule assez tôt, émotionnellement, psychologiquement, financièrement. Euh, donc ça, c'était quand même pas évident. Et puis après, quand j'ai commencé à bosser dans le corporate, j'étais manager de la Journée mondiale contre le cancer dans une ONG à Genève. Je suis restée là-bas 5 ans et demi. J'ai commencé comme assistante. Avant ça, pour rentrer là-bas, j'ai dû prendre des cours du soir. J'étais serveuse à mi-temps. L'autre moitié du temps, je faisais des stages, voilà, pour pouvoir avoir de l'expérience, des stages non rémunérés. Et puis à côté, bah, je prenais des cours du soir pour me former en communication, marketing, pour rajouter des trucs à ma palette de skills, parce que j'avais pas envie de terminer dans la restauration. Hein. Je suis quand même restée 3 ans et demi. Et puis après, j'ai eu ce job dans cette ONG, j'ai gravi les échelons, mais j'ai eu une manager, évidemment, à ces rencontres karmiques, ça a été très difficile de gérer avec elle, puisqu'on n'avait pas du tout les mêmes valeurs. Et c'est ça, le salariat aussi. Pour moi, ça a été très difficile parce que empathie, parce que connexion à mon intuition, plus. Et que, voilà, je tombais sur des gens qui étaient... c'était un peu la belle-mère dans Cendrillon, quoi. Je prends un peu des archétypes, mais c'est ça, tout le monde connaît. Et moi, j'avais vraiment du mal à me dire, waouh, comment les gens peuvent être comme ça, c'est pas possible. Et du coup, j'ai atteint il y avait un plafond de verre qui m'était imposé sur ce que je pouvais prendre comme responsabilité. Et c'est ça aussi qui m'a poussée à partir. Parce que je me sentais ni vue ni reconnue.
Alors, en partie, mais pas à 100%, pour tout ce que j'amenais à côté, mon intuition, ma capacité de connecter à l'invisible, ma capacité à faire des soins énergétiques, voilà, à créer de la beauté, de l'harmonie, toutes les choses qui n'étaient pas nécessairement demandées dans le corporate. Et du coup, ça m'a mis aussi un petit coup de pied pour me dire, bon, voilà, tu n'as pas de possibilité d'évolution plus que ce que tu as déjà fait. Eh bien, il est temps de créer ta propre structure et de faire des choses qui sont en alignement vraiment avec ce que tu as envie de faire, quoi. Et aussi, qui ne clashent pas avec tes valeurs, parce qu'on arrivait, moi, plus je m'ouvrais psychiquement parlant, plus j'avais des éveils de conscience, plus voilà, je commençais aussi à lire des trucs sur... ouais, c'était il y a plus de 10 ans en arrière, déjà sur les théories du complot, qui ne sont pas des théories, on le sait très bien, mais voilà, j'étais vraiment plongée dans ce monde-là, je faisais beaucoup de recherches dans mon temps libre, et puis je me rendais compte, bah, tout ce qui était vaccin, tout ce qui était, tout ce dont on faisait la promotion, finalement, ça clashait énormément avec mes valeurs. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et ça a été dur pour moi. Ça a été dur parce que j'adorais World Cancer Day, j'adorais m'occuper de cette campagne mondiale, j'adorais être en contact avec plein de gens du monde entier, voyager, voilà, créer quelque chose qui va être utilisé. Mais les messages qu'il y avait derrière et la manière dont c'était amené, finalement, clashaient complètement avec ce que moi j'avais comme info. Genre, tu peux guérir en faisant des cleanses, tu peux guérir radicalement en ayant des soins énergétiques, en travaillant sur tes traumas. Voilà, et c'était pas du tout ce dont on faisait la promotion en travaillant avec l'Organisation mondiale de la santé et les Nations unies, etc. C'était vraiment pur lobbying. Donc voilà, Wow. quelques exemples Ouais. de choses qui ont été un peu des obstacles sur mon parcours. Et je reviens sur quand tu as dit que quelque part, le fait de te connecter vraiment à ton intuition, d'avoir cette capacité à faire des soins énergétiques, ça, c'était pas quelque chose qui t'était demandé, clairement, dans ton environnement corporate. Mais du coup, à quel moment ça t'est venu justement, ta capacité à canaliser, à être, oui, capable de guérir par des soins, etc. Que tu peux nous... Ouais, alors bon, je dis toujours, j'ai toujours été sensible en tant qu'enfant, ultra sensible, empathe, voilà. Mais empathie, les empathes, c'est souvent des enfants traumatisés, hein. Il faut le dire, c'est des personnes, enfin voilà, l'empathie extrême et la connexion à la douleur de l'autre, c'est vraiment lié à notre trauma d'enfant. Donc j'avais beaucoup de ça. Et puis, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui était un peu magie quand j'étais ado. Voilà, j'adorais passer mon temps à trouver des rituels de magie. Et quand j'allais au travail de ma mère, les mercredis après-midi, eh bien, j'allais sur Internet et je trouvais plein de rituels, des trucs de magie, enfin voilà, en français, en anglais. Et après, je m'imprimais les trucs, je mettais ça dans des classeurs. Et puis, je me souviens, c'est marrant, on est en train de me montrer une anecdote de quand j'étais ado, je devais peut-être avoir 13 ans. Et puis, je venais d'apprendre ce que c'était que le magnétisme. Donc déjà, la méditation avec une flamme de bougie. Et puis, voilà, et j'étais là, ah, le magnétisme. Et j'ai senti le magnétisme entre mes mains. J'étais là, mais c'était génial. Il faut que je fasse ça, en fait. Et du coup, ma mère était au téléphone à ce moment-là. J'ai vraiment un souvenir très clair. Et puis, elle passait tout le temps, beaucoup de temps au téléphone. Et donc, du coup, je crois que j'étais sous la table de la cuisine. Et j'étais là, bah, je vais faire un test sans qu'elle me voie. Je vais faire du magnétisme. Et du coup, ça l'avait brûlée. Et elle avait sursauté et tout. Et j'étais, ah, c'est génial. Donc, j'avais pris conscience qu'il y avait quand même beaucoup de trucs. Quand j'étais petite, je sentais des présences aussi. Mais voilà, je pensais que c'était un peu pas trop mon monde, que j'étais pas de ce monde-là, parce que j'avais personne dans ma famille qui avait ces sensibilités-là. Et puis, en 2008, je me souviens, j'ai commencé à lire, bah, je lisais pas mal de bouquins écartolés, voilà, le moment présent, et j'ai lu Le secret de Rhonda Byrne et j'ai commencé à jouer un peu avec la loi de l'attraction, la manifestation. Et ça a marché, et il y avait des trucs de fou qui se passaient. Et à partir de ce moment-là, ça a vraiment ouvert les portes. J'ai rencontré des thérapeutes, ma première kinésio qui en fait faisait du chamanisme. Voilà, donc j'avais début de vingtaine. Et puis, je lisais beaucoup, je me formais. Voilà, j'ai découvert Mind Valley. C'était peut-être en 2010, 2011 que j'ai découvert Mind Valley. Donc j'ai fait pas mal de programmes avec eux. Et j'ai rencontré mes mentors qui m'ont dit, plein de mentors différents qui ne se connaissaient pas, qui me faisaient des readings et qui me disaient, tu es canal,
t'es guérisseuse, t'as un côté un peu chaman aussi, grande connexion angélique, grande connexion avec les Pléiades, Arcturus. Et tu as vraiment une intuition qui est... et tu peux passer les âmes, tu peux communiquer avec l'au-delà. Donc j'étais, ah oui, ok, donc quand même beaucoup de choses. Et donc j'ai décidé à ce moment-là que j'investirais pour mon développement spirituel et personnel. Donc, quand je suis rentrée dans le corporate, j'avais 25 ans, 24 ou 25 ans. À ce moment-là, j'ai commencé à investir mon argent dans des formations, dans des mentors. Et puis après, c'est devenu, voilà, en 2014, j'ai fait Awesomeness Fest de Mind Valley. Ça a complètement changé ma vie. Je me suis rendu compte qu'en fait, mon besoin d'étranger, ma connexion avec d'autres cultures était telle que c'était possible en fait d'avoir un réseau de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que moi et qui vivent des choses. Voilà, on a des entrepreneurs, des guérisseurs, des chamans. Et je disais, ah, mais c'est génial, j'ai pas ça à Genève, enfin très très peu. Donc ça, c'était un festival aux États-Unis, c'est ça? C'était Awesomeness Fest, c'est un festival, enfin c'est un event qui a lieu plusieurs fois par an, qui est organisé par Mind Valley. C'était en Thaïlande, mais en fait, ils changent de location à chaque fois. Et puis, ça réunit, c'est sur invitation, donc tu dois en fait apply et tu dois postuler en ligne. Et si jamais tu es shortlisté, après, tu as une interview. Donc, moi et mes deux copines, on avait participé. Et puis, il n'y a que moi qui a été retenue. Donc, j'ai été interviewée. Et puis, après cette interview, on m'a dit, bah oui, on te veut. Parce que le nombre est limité. Je suis allée en Thaïlande et là, j'ai rencontré des gens de partout dans le monde qui m'ont... ça m'a fait un bien fou. Il y a eu un avant, un après. Donc, du coup, après, j'étais beaucoup en contact avec eux et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais vraiment commencer. J'avais déjà commencé à voyager pour me former dans des techniques de guérison, etc. Et là, ça a continué de vraiment me booster. Et à ce moment-là, j'ai dit, il faut que je quitte mon job. Mais j'ai mis encore 2 ans après ça pour le quitter. Donc voilà, ça s'est fait vraiment progressivement, comme le petit pousset. Tu vois, j'ai vraiment suivi les messages et mon intuition. Mais le jour où on m'a dit tu es médium, tu es canal, voilà, c'était un de mes mentors, Fernando, qui a été mon mentor en Reiki aussi, qui est génial. Le jour où il m'a envoyé ce message audio, je m'en souviendrai toujours parce que j'étais là. Ah, donc c'est vrai, donc je peux le faire, tu vois. Alors que je pensais depuis ado que voilà, même si j'avais acheté mon jeu de tarot, que je faisais les tirages pour des copines, j'avais l'impression que j'étais pas légitime là-dedans. Et en fait, lui, il a vraiment switché les choses. J'adore parce qu'il y a vraiment des personnes comme ça dans notre vie qui vont avoir ce rôle clé de nous aiguiller vers, justement, vers cette vie qui nous est propre et au-delà de ces schémas sociétaux, que voilà, pour réussir, il faut avoir le job au UN. C'est vraiment, waouh, tu vois. J'imagine que selon les critères peut-être de ta famille ou en tout cas de tes proches de l'époque, en plus à 25 ans, tu avais déjà vraiment atteint ce statut de réussite et que finalement, pour toi, la réussite, c'était pas celle-là et que on a comme ça ces personnes qui tout d'un coup vont nous aiguiller, vont nous donner comme une autorisation quelque part, parce que c'est comme ça qu'apparemment toi tu l'as ressenti. Donc, ouais, j'ai un truc qui me revient en tête. Je me souviens, mon deuxième copain avec qui je suis restée 5 ans, en fait, je sens encore dans mon corps, tu vois, le ressenti parce que j'étais serveuse à ce moment-là. À mi-temps, j'avais arrêté mes études parce qu'après ces études d'art, j'avais repris d'autres études, mais en fait, qui ne me correspondaient pas du tout. C'est de la programmation informatique et je détestais ça. Et finalement, je suis revenue à Genève et je savais qu'il y avait autre chose pour moi. Je ne voulais pas prendre un job à plein temps d'assistante, dans la restauration, dans le machin. Et en fait, lui, il me disait des trucs mais horribles. Et j'ai toujours écouté mon fort intérieur. Il me disait, mais il faut que tu sois raisonnable, il faut que tu prennes un job à plein temps, tu ne peux pas te permettre. De toute manière, on travaille la semaine pour pouvoir se reposer le week-end et partir en vacances. En fait, des trucs mais horribles.
Et moi, j'étais là, non, c'est pas comme ça la vie, c'est pas comme ça que j'envisage la vie. Et effectivement, voilà, j'ai eu cette force de caractère avec mes différents mecs, parce qu'il n'y a pas eu que lui, hein, il y en a eu d'autres qui m'ont dit oui, mais nanana, tu... Et en fait, je n'ai pas écouté, j'ai toujours vraiment écouté cette petite voix à l'intérieur. Et en m'écoutant, eh bien, justement, après, quand j'ai rencontré ces mentors, c'était beaucoup plus facile de me dire, ah, voilà, enfin, quelqu'un qui fait sens, tu vois. Hmm. Je peux encore plus écouter cette intuition, cette petite voix qui me dit, non, 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 tu vas pas t'enfermer dans un job de secrétaire, de je sais pas trop quoi, même si c'est bien payé parce que tu es à Genève. Tu vas t'encrouter dans un truc, mais tu vas détester ta vie. Et je suis bien contente, en fait, d'avoir galéré financièrement pendant longtemps, mais d'avoir eu vraiment cette sagesse de me dire non, je fais de la place et à côté, je fais des mandats freelance, je me fais connaître, je développe mon réseau, je prends des cours du soir et je lâche pas l'affaire. Hmm. Ouais, merci de dire ça parce qu'effectivement, vivre son dharma, aujourd'hui en tout cas, et je suis convaincue que ça va changer et qu'on va être de plus en plus nombreux à oser justement écouter cette petite voix intérieure, même quand elle va à l'encontre de ce que la plupart des autres pensent. Tu disais, ce qu'ils te disaient, c'était horrible de travailler la semaine pour profiter le week-end, mais en fait, c'est ce que 95% des gens encore aujourd'hui pensent en fait. Ouais. Donc c'était horrible pour toi parce que toi, tu avais cette conscience que la vie, c'est beaucoup plus que ça. Mais Mm. finalement, on est encore beaucoup conditionné à voir la vie comme ça. Et donc, vivre son dharma, voilà, ça veut dire aussi ça. S'écouter tellement que se confronter un peu à des avis extérieurs qui ne seront pas toujours soutenants. Et c'est OK, en fait. Chacun, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Mais Mm. surtout si, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que j'aime voir les choses. Il y a à la fois ces personnes qui vont être là comme ces mentors dont tu vas parler pour t'aider et te faire dire ah ok je ne suis pas toute seule dans cette compréhension, et puis il y a aussi ceux qui au contraire vont appuyer un peu là où ça fait mal pour tu sais te faire réagir, t'es sûr que c'est vraiment là, et te confronter à oui c'est vraiment ça, et ouais, et quelque part on peut les remercier aussi, même si même si c'est pas toujours Ouais. confortable sur le moment. Et oui, et puis d'autant plus que maintenant, je sais que ces personnes-là qui regardent ce que je fais, tu vois, j'ai reçu déjà plein de messages, c'est génial, et nanana. Et si j'avais écouté en fait les trucs de l'époque, eh ben, je ne serais pas sortie de Genève, j'aurais probablement toujours un job là-bas, tu vois. Ouais, et je me serais pas réalisée, entre guillemets, en tant que personne. Ouais. Donc un jour, qu'est-ce qui se passe? Un jour, ça y est, tu te dis, allez, je laisse le job de Genève et je pars à Bali après avoir eu du coup ces formations, cette expérience en Thaïlande, etc. Comment se passe Ça a le pris du temps. changement de vie à Bali? Ça a pris du temps? Quand je reviens d'Awesomeness Fest en Thaïlande, c'était en mai 2014, mai-juin. Je crois qu'en plus, je venais de me séparer de mon copain de l'époque. Je reviens, j'ai une énergie de dingue. Et, euh, et du coup, je me remets avec lui. Mais je sais que je veux quitter Genève. Je le sais. Et je veux quitter mon job, je veux quitter Genève. Et là, dans ma tête, je me dis, en fait, je vais aller m'installer à Kuala Lumpur et je vais bosser pour Mind Valley. Donc ça, c'était la première idée. Hmm. Donc, je m'étais fait un master plan sur Excel en mode comment je vais m'organiser pour quitter mon job et pour faire toutes les démarches pour aller et tout. Et puis finalement, au fur et à mesure des mois, je me rends compte, mais en fait, j'ai pas trop envie de bosser pour Mind Valley. Ils ont une super compagnie culture, mais j'ai quand même l'impression que je vais pas être alignée. Je suis quand même, voilà, j'ai quand même un Corporate. tempérament. Ça reste du corporate, ça reste aussi, voilà, il y a certains trucs chez Mind Valley où, en étant dans cet événement, j'ai un peu vu comment ça fonctionnait dans le background. Il y a beaucoup d'opportunités, mais c'est pas pour tout le monde, tu vois, c'est pour les nice, beautiful people. Et, et du coup, ça me dérangeait un peu ce truc-là. Et je me suis dit, non. Et il y avait un truc qui jouait pas. Mais je regardais même pour des jobs à Singapour et je me disais, voilà, en fait, il faut que je parte, il faut que j'aille en Asie. Et, et voilà. Et puis, en fait, ça ne s'est pas fait. Donc, 2014 est passé. Et puis ensuite, 2015, je me suis séparée. Et puis,
fin 2015, pour mes 30 ans, je suis partie en Inde. J'avais prévu voilà, de me faire un voyage initiatique en Inde. Et là-bas, j'ai rencontré un homme. Moi, c'est toujours les hommes qui me font déménager, changer de pays et tout. Donc, j'ai rencontré un homme avec qui je suis restée plusieurs mois. Et en fait, en le rencontrant, je me suis dit, mais c'est ça, en fait, la vie que je veux. Parce que j'étais à Auroville. Donc, je le rencontre. Et je me dis, mais génial, la vie qu'il a, est-ce qu'on peut faire ensemble la co-création, etc. Enfin, il faisait plein de trucs géniaux, il était multi-entrepreneur, il était aussi healer, enfin bon, il y avait plein de trucs. Et moi, j'étais, waouh, c'est exactement la vie que je veux, contribuer aussi au village à côté, tu vois, vraiment redonner de notre temps, notre énergie, aider, et en même temps faire des trucs hyper cool et dans un environnement différent. Mais la vie en a voulu autrement. Ça a été aussi un échec. Donc, je suis quand même partie en Inde. Donc, j'ai organisé toute mon année. Il faut savoir, pour les personnes qui nous regardent et qui se disent, oui, moi, à partir du moment où j'ai eu l'idée en 2014 et à partir du moment où je l'ai fait, c'était quand même fin 2016. Il y a eu 3 ans, hein, 3 ans presque qui sont écoulés. Et c'est de faire un plan. Et ça a été, j'ai fait un plan à partir du moment où j'ai su que je voulais vraiment quitter Genève. Et puis, ça a pris ouais, quasiment une année. Hein. Donc, Ok. voilà, pour préparer mon départ, pour transition, etc. Et puis voilà, et à ce moment-là, bah, j'ai tellement tout fait, j'étais sur tous les fronts que je suis partie en burn-out. Donc, j'étais en méga burn-out. Et après, bah, quand j'ai quitté quand même la Suisse, j'étais en burn-out. Et je suis allée m'installer en Inde pendant quelques mois. Et après, je suis allée à Bali. Et à partir de ce moment-là, donc c'est vrai qu'on parlait d'épreuves tout à l'heure, j'ai pas pensé à le mentionner, mais ça a été une grosse épreuve sur mon chemin parce que pendant 2 ans, j'ai pas travaillé, j'étais en burn-out. Vraiment, je ne pouvais plus me lever. Je voyageais quand je devais voyager en fauteuil roulant, mon corps était vraiment à plat. Et toutes les personnes qui ont des gros problèmes physiques, en plus de ça, j'ai eu un éveil spirituel hyper intense. Donc, tout en même temps, vraiment, le cocktail explosif. Et ça m'a pris 2 années pour m'en remettre, 2 années et demie pour m'en remettre complètement de ce burn-out. Et je dirais même qu'on ne s'en remet jamais complètement d'un burn-out, hein, parce qu'après, voilà, une fois qu'on a flingué son système nerveux, pour y revenir, bon. Mais 2 années de transition pour pouvoir vraiment changer de vie, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'était comme un tunnel. Et ensuite, tu sors de ce tunnel et là, voilà, tu peux commencer à créer à nouveau. Tu as du jus, tu peux recommencer. Et là, j'ai recommencé. Là, j'ai commencé sur Instagram, j'ai commencé à partager, à faire des readings, etc. etc. Et puis c'est comme ça que ça a commencé vraiment. Mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Si on compte vraiment les 2 années et demie de préparation plus 2 années de burn-out, tu vois, 4 ans et demi avant de pouvoir lancer mon activité. Wow. Ouais, donc ben, merci pour tous ces partages parce que effectivement, ben, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que vivre son dharma, c'est à la fois écouter son cœur et ses élans et ses appels qui nous dépassent, même parfois, qu'on ne comprend pas tellement au niveau intellectuel, justement. Euh, et puis, ben oui, ça veut aussi parfois dire passer par des épreuves de vie pour, moi j'aime bien voir ça comme la vie qui nous façonne en fait, Ouais. pour justement être à la hauteur de ce qui nous attend après. Euh, mais oui, donc c'est à la fois un chemin initiatique presque, et un chemin de réalisation et un chemin de justesse, c'est-à-dire de ce qui est juste pour nous. Et que parfois, ben voilà, il y a toutes ces couches d'oignons, de conditionnement, d'éducation, ouais, de situations qui ne nous étaient pas adaptées finalement et qui peuvent engendrer des choses comme des burn-out. Et merci de le partager parce que oui, on peut avoir un chemin comme le tien qui est vraiment dans la guérison et le soin et l'accompagnement. Et ça ne veut pas dire que pour autant, on ne passe pas par des épreuves aussi. Et bien le contraire, la plupart du temps, même si ce n'est pas forcément des choses que les plus grands guérisseurs évoquent systématiquement. Donc, ben, merci pour tout ça. Du coup, maintenant, on arrive à ce moment où tu es installé à Bali. Bon, je pense qu'on, voilà, en tout cas, illustrer le fait que les challenges de vie, les obstacles
sont souvent là quand même pour nous permettre de grandir, parce que tu l'as dit toi-même, tu as vraiment beaucoup appris de tout ça. Est-ce que à partir du moment où justement tu t'es installé à Bali, si on commence à bifurquer plus sur tout ce qui touche aux synchronicités, est-ce que tu as cette sensation que justement, à partir du moment où tu as, même si tu l'as dit, tu as toujours eu cette sensibilité et finalement, dès un âge assez jeune, tu étais en mesure de t'écouter et ouais, d'être à l'écoute de ton intuition. Est-ce que tu as voilà, des partages autour de synchronicité, des choses folles qui te sont arrivées à partir du moment Alors, où justement tu as osé vraiment t'écouter et y aller, quoi? il faut savoir une chose pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Bali, c'est qu'à partir du moment où on met les pieds à Bali, on a des synchronicités tout le temps. Tout le temps, tous les jours. Moi, ça a été la semaine là où j'ai eu 15 000 trucs. Tu croises des personnes que tu dois voir, tu rencontres quelqu'un dans un endroit, tu la retrouves le lendemain à l'opposé de l'île. Enfin, tu poses des intentions, elles se matérialisent, la manifestation est quasiment instantanée. Il y a une énergie qui est très particulière à Bali, c'est un vortex, c'est très puissant. Alors ça fait beaucoup remonter beaucoup de choses, mais moi, à partir du moment où je suis arrivée à Bali, je dis toujours que ça a été comme une longue et profonde expiration, où j'ai pu enfin me poser, elle m'a pris dans ses bras, je me suis sentie bien. L'Inde, c'était violent pour moi. C'était d'une grande violence pour plein de raisons différentes. Et Bali, ça a été vraiment cette énergie féminine qui m'a fait beaucoup de bien, l'énergie de la mer aussi. Euh, et, euh, et en arrivant, mais les choses se sont passées de manière très fluide pour moi. À part les premiers mois, non, j'étais quand même en burn-out, toujours en burn-out, un peu nuit noire de l'âme, toujours. Cette année 2017, puisque j'étais à Ubud. Mais ensuite, à partir de septembre 2017, quand j'ai déménagé à Canggu, j'ai emménagé. Ben, à ce moment-là, j'avais 5 jours pour me trouver un nouveau logement. Et ça, c'est des trucs qui arrivent à Bali. Tu vois, dans 5 jours, je dois déménager. Et, j'avais fait une liste, en fait, de la maison que je voulais. Et puis, j'ai posté un truc sur Facebook, sur un groupe Facebook. Et puis là, une nana m'a répondu. Et puis, j'avais vu mes yeux étaient bloqués sur une autre maison qui était plus moderne, qui était plus ci, qui était plus ça. Bref, ils m'ont fait un plan de dernière minute. Et après, j'ai dit, bon, bah, je viens visiter la maison de cette autre femme. Et je suis arrivée là-bas, il y a eu un truc hyper cool. Il y a eu des dragonflies, donc des libellules qui volaient partout. Et j'arrive, donc j'ouvre la porte du taxi, elle m'accueille. Et là, elle était habillée avec une robe que j'avais moi aussi dans mon dressing. On avait la même robe. Et là, j'ai dit, OK, donc on a la même robe, elle la porte. Et puis j'ai visité la maison, il y avait une super vibe. Et puis sur ma liste, à la fin, j'avais marqué, je veux des animaux dans cette maison. Et là, on finit la visite et tout. Je trouve que l'endroit est génial. J'adore sa vibe. Elle est espagnole, elle est hyper enthousiaste. Elle a vraiment une énergie en plus très maternelle, chaleureuse. Et puis je regarde dans le jardin et là je vois un truc, une boule de poils et je fais mais c'est quoi? Elle me fait ah mais c'est mon lapin, c'est Balina mon lapin. Et j'ai dit ah ben voilà les animaux. Et donc voilà et j'ai emménagé dans cet endroit et c'était à Canggu et c'était au tout début, c'était en 2017 et après je me suis fait tout un groupe d'amis. Alors il faut savoir qu'à Bali les choses bougent beaucoup, hein, c'est pas comme l'Europe où les choses sont assez figées. Les gens Oui, viennent, les gens oui. repartent. Voilà. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements et en fait, c'est accepter l'impermanence à Bali. Ça, c'est la plus grande leçon pour tout le monde. Accepter l'impermanence des choses parce que s'il y avait trop de rigidité, on ne pourrait pas manifester quasi instantanément. On ne pourrait pas traverser toutes ces choses énergétiques absolument magiques qui se passent ici. Donc, voilà, la contrepartie, c'est OK. Les gens viennent, les gens partent. Accepter que tout ne dure pas tout le temps. Mais tout le temps, poser les intentions d'avoir quelque chose qui arrive instantanément, penser à quelqu'un et croiser cette personne. Mais ça, c'est daily, enfin, c'est quotidiennement qu'il se passe des choses comme ça. Ouais. Rechercher, même au niveau du travail, avoir tout le temps des opportunités qui se présentent. Voilà, moi, je me sens, et je suis rentrée en Europe hein, cet été, en pensant qu'éventuellement, voilà, j'allais y rester, mais finalement, pas du tout. Après, je suis allée en Afrique du Sud, j'ai adoré le Cap, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je me sentais pas
aussi bien qu'à Bali. Et à Bali, il y a quelque chose d'extrêmement fort qui me permet de créer des choses extraordinaires. À chaque fois que j'ai sorti des choses, c'était toujours à Bali, tu vois. Mon Ouais. programme sur l'amour, la rencontre, j'ai commencé à travailler dessus au mois de mai, juin l'année dernière. Donc j'ai travaillé un peu en Europe, mais il a vraiment pris naissance vraiment quand je suis retournée à Bali. Pareil, quand je voulais faire des vêtements quand j'étais ado, eh bien, j'ai créé mes vêtements. Ça, c'était un autre truc que je disais quand j'étais ado, je ferais des vêtements et puis je les ai créés à Bali. Je voulais faire des choses autour du féminin, je les ai créées à Bali l'année dernière. Il y a Ouais. vraiment cette possibilité-là. Donc, Ouais. c'est pour moi une terre ultra sacrée et une terre karmique qui me fait énormément de bien. Hmm. C'est ce que j'allais dire et pour le coup ça me parle beaucoup parce que ben, j'ai passé du temps en Inde, j'ai passé du temps à Bali et pour moi j'ai eu un avant et un après mon expérience à Bali donc il y a beaucoup de résonance dans ce que tu partages. Euh, mais je pense aussi du coup pour élargir un petit peu et pour les personnes qui n'ont pas forcément cette chance de pouvoir aller à Bali, je pense aussi que ben, Bali fait partie de ton chemin dharmique et que, Ouais. et que tu vois que les synchronicités, oui, elles se passent c'est sûr, énergétiquement, il y a quelque chose de très, très spécial à Bali. Mais aussi quand on s'autorise justement à, ben voilà, parfois à tout plaquer et à aller vivre à l'autre bout du monde parce que se sent appelé par l'Asie. Euh, en tout cas, comme ça s'est passé pour toi. Mais pour moi, c'est lié au lieu, mais c'est aussi lié à tout ce que tu as traversé avant, tout ce que tu as osé écouter alors que ça allait à l'encontre de plein de choses. Et voilà, et ces manifestations et ces synchronicités. Euh, pour moi, elles sont possibles aussi quand on reste en France, si c'est juste pour nous, encore une fois, vu qu'il y a Ah cette notion oui, de justesse dans la notion de dharma. Mm. ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. On a tous nos lieux de prédilection. Même en France, moi j'ai des endroits, j'adore Genève, hein. Il y a plein de gens qui disent Genève, et nanana. Moi j'adore. Quand je suis à Genève, je me sens vraiment à la maison. Il y a plein d'endroits en Suisse que j'aime profondément. Il y a des endroits en France que j'adore ou dans lesquels je me sens vraiment bien. Mhm. Donc c'est vraiment, voilà, c'est des affinités vibratoires de chacun. Bali, moi, j'étais petite, hein. Je sais pas, j'avais moins de 10 ans, je disais, je vivrai à Bali. Je vivrai à Bali quand je serai grande. Et c'est pas moi, c'est ma mère qui me l'a redit un jour. Ah bah oui, tu disais tout le temps que tu allais vivre à Bali. Alors que j'avais jamais entendu parler de cet endroit. Voilà, mais j'étais là, j'irai en Inde. De toute façon, quand j'aurai l'âge, j'irai en Inde et je vivrai à Bali. Donc, tu vois, c'était déjà, Mhm. pour moi, c'était déjà très clair. Et puis, il y a une chose que je ne peux pas enlever, c'est que dans ma famille, euh, ma mère nous a toujours, malgré le fait que voilà, ma relation est très compliquée avec ma famille, un point positif, c'est cette grande ouverture culturelle, cette ouverture sur le monde, ces voyages que j'ai pu faire depuis petite à l'étranger qui m'ont extrêmement nourrie. Mon Mhm. frère, ma sœur, ma mère, on a toujours beaucoup voyagé. On n'a jamais eu peur d'aller à l'étranger. Voilà. Et ça, c'est quelque chose dans ma famille que je respecte beaucoup et pour lequel j'ai vraiment beaucoup de gratitude. Parce que ça m'a permis de me dire, aller déménager à l'étranger, mais pas de problème. Mon frère et ma sœur l'ont fait 15 000 fois. Ma mère, j'ai voyagé beaucoup depuis petite. Donc, une formalité qui prend du temps à préparer, mais voilà, c'est pas non plus une terreur pour moi intérieure. Ouais, ouais. Et pour revenir à ce que tu disais quand déjà petite, tu disais que tu allais vivre à Bali. Pour les personnes justement qui s'interrogent sur elles, qu'est-ce que ça veut dire vivre leur dharma et qu'elles ne savent pas, justement aller piocher un petit peu dans les souvenirs de notre enfance ou interroger nos parents, nos proches, euh, ça peut être intéressant parce qu'il y a souvent en fait des choses qui étaient déjà assez évidentes depuis Ouais. toujours et qu'on a oubliées ou qu'on a mis de côté et ça peut vraiment être ouais, des pistes à creuser intéressantes. Mm. Ouais, ce que je te disais par rapport aux animaux, par exemple, les animaux dans la maison, etc. Moi, j'ai une relation très, très forte avec les animaux et je pense qu'une des choses pour la suite de l'expression de mon dharma, tu vois, il y a travailler avec les animaux.
Je le fais déjà, hein, je fais déjà des soins énergétiques aux animaux que je croise, enfin, je fais des manipulations, etc. De toute façon, ils viennent me voir et ils me le demandent, ils me montrent exactement les parties du corps. Donc ça, je pense que évidemment, ça va être sur mon chemin. Et puis, tout ce qu'il y a autour de la maternité. Je sais que ça, c'est peut-être pas tout de suite, mais ça va venir. Tu vois, Mhm. je sais que c'est sur mon chemin. Donc j'ai déjà des perceptions là-dessus. Ouais, Mais c'est pas le moment. ouais. Donc là, là c'est vraiment l'amour. L'amour, les Mhm. relations amoureuses. Mhm. Ouais. Ouais, mais c'est super intéressant en fait ça aussi pour les personnes qui nous écoutent d'être à l'écoute de ce vers quoi ils sont appelés en fait, ce vers quoi ils sont attirés, sans comprendre forcément pourquoi, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait jusque-là. Euh, donc de s'autoriser à aller gratter, creuser de ce côté-là, et en même temps d'être vraiment dans un certain lâcher prise par rapport au timing, parce qu'effectivement, c'est pas toujours le bon moment tout de suite. Et puis tout d'un coup, il y a comme, enfin, je sais pas pour toi, mais ouais, des choses qui cliquent, qui s'enclenchent, et ah, ok, ça y est, c'est maintenant. Et puis là, on peut y aller. Et donc, bah, pour ça, ouais, ça demande une certaine écoute de soi, justement, soit qu'on a assez naturellement comme toi depuis petite. Et après, il y a plein de pratiques comme le yoga, la méditation, ou même plein d'autres choses, passer du temps dans la nature, qui nous apprennent à être à l'écoute justement de nos désirs profonds. Et une fois qu'on a ouais, entendu certaines choses, c'est pas le tout de les entendre, ben, il faut passer à l'action et, euh, et voilà. Et ben écoute, merci, tu as partagé vraiment plein de choses super intéressantes. J'adore parce qu'il y a quelque chose de très concret. Tu vois, ta vie à Bali, elle peut, vue de l'extérieur, canal, médium, ça fait rêver. Et j'adore le fait que, en tout cas moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé et dans lesquelles je me retrouve dans ton parcours. Donc quelque chose de très approachable et tu vois, dans lesquels on peut se reconnaître. Donc j'espère vraiment que ça aurait été le cas pour les personnes qui nous ont écoutés en direct ou en replay. Mais est-ce que tu aurais un petit conseil, un petit mot de la fin justement par rapport à ces personnes qui cherchent à avancer sur le chemin du Dharma ou voilà, qui veulent elles aussi bah, s'autoriser à être elles-mêmes pleinement parce que finalement c'est de ça dont il s'agit. Hmm. J'ai passé beaucoup de temps et je pense que ça, c'est le cas pour la plupart des gens qui commencent sur leur chemin de développement personnel et spirituel. J'ai passé énormément de temps à me triturer la tête en me disant, mais c'est quoi ma mission de vie? C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait appel à ce médium sur Fiverr qui est devenu mon mentor et qui m'a formé ensuite au Reiki. What is my life purpose? J'étais là, what is my life purpose? What is my life purpose? Et en fait, j'ai envie de dire qu'il faut relâcher la pression et il faut s'intéresser à... bah toi, tu as certainement, tu vois, tu as été formé pour aider les gens hein, à identifier leur dharma. Donc ça, c'est génial. Moi, à mon époque, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, ce genre de truc. Mais voilà, maintenant, il y a des outils, mais il y a vraiment cette idée de se rapprocher de la notion de plaisir. Donc, il y a d'une part, voilà, quand on se triture trop l'esprit à essayer de trouver ce pourquoi on est fait, ben, qu'est-ce qu'on faisait quand on était petit? Qu'est-ce qui nous donne de la joie aujourd'hui? Et peut-être que, voilà, peut-être que c'est pas tout plaqué pour faire un truc différent, mais peut-être c'est ajouter des choses à sa vie actuelle. Et puis, cette notion que les choses prennent du temps. Donc, c'est pas les choses se font pas du jour au lendemain par rapport à ce que j'ai partagé. Enfin, on voit bien que voilà, ça a pris quand même beaucoup, beaucoup d'années. Euh, Sauter la pression du temps et puis, je dirais, ce qui aide aussi beaucoup à trouver son dharma, c'est de s'entourer des bonnes personnes, de s'entourer de personnes qui nous inspirent, avec lesquelles on a des relations saines, épanouissantes, voilà. Et ça commence un peu par ça, parce que quand on fait un peu le tri dans son environnement, après on a plus de place pour entendre les messages qui sont vraiment adéquates pour nous. Et comme tu l'as dit, la méditation, le yoga, des balades en nature, poser des questions, faire de l'écriture, voilà, et du brain dump, laisser les choses aller et puis voir les réponses que l'on obtient de l'univers, de Dieu. Ben voilà, c'est plein de choses qu'on peut faire pour recevoir. Moi, je dis qu'on reçoit les pièces du puzzle au fur et à mesure ou qu'on reçoit un peu comme le petit pousset, les cailloux au fur et à mesure qui nous mènent un pas après l'autre. C'est pas une destination pour moi, c'est vraiment un chemin d'évolution vers soi.
avec plein d'étapes différentes. Et plus on s'entête à trouver la destination, moins on sera sur le bon chemin. Et plus on se connecte à la notion de joie et de plaisir, et plus on sera sur ce chemin. Et après, en regardant en arrière, on se dira, ah mais oui, tout fait sens, en fait. Donc voilà mon petit mot de la fin. Voilà. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ouais, merci. C'était parfaitement bien résumé. Merci beaucoup. Effectivement, là, du coup, on approche de l'heure. Donc, peut-être que s'il y a des questions pour Caroline ou pour moi, n'hésitez pas à nous les envoyer en MP, en message. Pour terminer, du coup, est-ce que tu veux nous parler de ton actualité du moment? Tu as touché 2 mots sur ton programme, la rencontre, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Où est-ce qu'on peut te trouver? Comment on peut travailler avec toi? Oui, alors il y a tout dans mon Linktree sur mon Instagram, donc vous pouvez me suivre ou aller regarder le lien dans ma bio. La rencontre, c'est mon programme pour les femmes célibataires qui veulent rencontrer l'amour, qui sont prêtes vraiment à investir en elles pour mieux comprendre les hommes, mieux communiquer avec les hommes et puis manifester dans leur vie une relation amoureuse de qualité avec un homme de grande valeur. Donc le programme a déjà commencé, mais il est encore ouvert et il y a possibilité de le rejoindre jusqu'à demain, donc jusqu'au 15 février pour les femmes qui se sentiraient appelées. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour les femmes qui sont déjà dans le programme. C'est un programme où il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices pratiques. Donc voilà, ça c'est mon actualité du moment. Et puis sinon, je fais toujours des accompagnements en hypnose régressive ou progressive. Ça s'appelle Le Voyage. Et là, je vais ouvrir un spot. Donc j'ai une place de disponible pour des personnes qui veulent être accompagnées. Voilà. Donc si vous avez des questions, message privé sur Instagram. Pas de message audio par contre, juste des messages par écrit. Voilà. Ok. Ouais. Ah, il y a une question si tu veux y répondre. Envisages-tu d'organiser des retraites à Bali? Oui, j'ai une liste d'attente dans le lien, le lien dans ma bio. J'ai une liste d'attente pour les personnes qui sont intéressées. Je suis en train de voir pour organiser peut-être une retraite à Bali qui sera The Authentic Bali Experience. Donc ça, c'est un peu en avant-première que je l'annonce, mais ça fait 6 ans que je suis à Bali, un peu plus de 6 ans. Et je connais énormément de choses ici. Je connais des trucs vraiment auxquels pas tout le monde a accès. Et j'ai vraiment envie de designer une retraite petite, intimiste, mais avec l'opportunité de rencontrer des guérisseurs locaux que personne ne connaît, de faire des lieux sains, avec des vibrations très élevées que personne ne connaît, enfin, voilà, avec plein de choses top. Donc oui, la liste d'attente est dans ma bio, si vous êtes intéressés. Super, génial. Je vous recommande, si vous avez la chance d'aller à Bali, c'est effectivement une île magique où il se passe toujours plein de choses incroyables. Donc, et je pense que Caroline est sans doute une des meilleures personnes pour aller expérimenter ça. Donc, un grand merci. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir pris ce temps pour partager ton parcours inspirant. J'espère que ça aura ouvert des petites fenêtres aux personnes qui nous ont écoutés, qui peuvent s'autoriser à rêver grand aussi, comme tu as réussi à le faire. Et voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, Perrine, pour ton invitation. Et puis merci pour cette belle initiative sur le Dharma. J'adore. On a vraiment besoin de ça. Donc, merci pour tout. Et merci de ne pas prendre part au narratif mainstream. Parce que tu es une des personnes vraiment que je respecte beaucoup pour ça. Merci. C'est pas facile tous les jours, mais encore une fois, c'est aussi s'autoriser à s'écouter, ce qui fait du sens pour moi. Et voilà. Et c'est vrai ça m'a fait du bien de pouvoir parler de certaines choses avec toi ces dernières années. Donc, merci à toi de ton soutien. Et comme je le disais, je crois en tout début, oh non, c'est peut-être quand je faisais mon petit rehearsal avant que je me disais que je te considère comme une amie, même si on ne s'est encore jamais rencontré en personne. Voilà. Un grand merci. Merci à tous ceux qui étaient présents en direct. Et puis, donc, il y aura le replay sur Instagram et je mettrai aussi en lien sur YouTube. Voilà. Belle soirée à toi. Belle journée sur mon fuseau. Et à bientôt. Je t'embrasse aussi. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Bye bye.